Bonjour, écoute, merci de l'invitation à ton émission. Moi, c'est Philippe Aubry, je suis bachelier en histoire, amateur et amoureux des Laurentides depuis toujours. J'ai la chaîne YouTube Histoire d'un Nord qui se veut la vulgarisation historique sur la région des Laurentides. Écoute, je te remercie encore pour l'invitation aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi. C'est un petit peu une première aussi parce que le format est nouveau, c'est-à-dire que si vous avez vu ma chaîne YouTube, euh, j'ai l'habitude de travailler plus tout seul, donc moins en direct, moins en discussion, Ouais, ouais, plus ouais. dirigé avec un texte. Puis là, aujourd'hui, on a une discussion pour le temps d'une bière. Oui, 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 c'est ça, le temps d'une bière. Puis aujourd'hui, on boit de la bière des Laurentides que j'ai apportée. Évidemment. Il Parle-nous un petit fallait. peu de notre bière invitée. Ben, la microbrasserie Saint-Arnoul, c'était à Saint-Jovite. Aujourd'hui, c'est Mont-Tremblant. Je pourrais expliquer la nuance un peu plus tard. C'est une microbrasserie qui a maintenant 26 ans, qui est située au centre-ville de Mont-Tremblant. La bière qu'on boit, c'est une IPA d'inspiration West Coast parce que je suis un grand amateur, évidemment. J'aime ça quand c'est houblonné. Moi aussi, j'aime ça quand ça arrache un petit peu la gueule. Oui, oui, oui. Puis je pense que pour, comment je dirais, un peu pour casser la gêne, je pense que ça va être une excellente bière. Une bonne bière pour une bonne première, dans le Oui, fond. exactement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à propos de cette microbrasserie-là? Ben, ça a été fondé par quelqu'un qui a un certain souci de l'histoire aussi. Ils ont un musée là-bas, je pense, Il hein? y a un musée de la bière Ouais, ouais, ouais. dans la microbrasserie. Ça fait Ouais. longtemps que je ne l'ai pas visité. J'ai un bon souvenir, je vous le recommande. La microbrasserie, c'est très bon. On mange très bien. On boit surtout très bien. Et puis, ils ont quand même un bon marché d'exportation, je dirais. Depuis quelques années, Ouais. ils ont agrandi. Puis, ils ont des cuves de plus pour. Ils distribuent à peu près partout dans le Québec, d'après moi. Je croise souvent leurs camions sur la route. Ouais, ils ont une bonne réputation aussi, ils sont bien connus. Oui, exactement. Puis, on pourra l'expliquer un peu plus tard, là, mais Mhm. leur succès, c'est relié à l'histoire des Laurentides aussi. C'est relié au contexte historique récent de la région des Laurentides. C'est de ça dont justement je voulais te parler. Petite parenthèse, j'en parlais avec Mario Daire de la microbrasserie Saint-Arnoux. Puis il me disait qu'ils ont quelque chose d'assez spécial là, dans leur brasserie. Il y a un courant d'eau, de source Oui, qui passe dans la microbrasserie. Puis évidemment, c'est l'eau de source qu'ils utilisent pour leur bière. Je trouve ça génial comme concept. mais oui, je pense que Il va falloir que je visite. c'est ce qui est à l'origine de l'emplacement de la Ouais, ouais, ouais. microbrasserie. Ben, justement, Mario Daire, que j'ai son livre ici que j'ai lu. Mais Oui, c'est vrai, je viens de j'ai reconnaître son nom, apporté, là. oui, c'est Ouais, ouais, ça, ouais. par-dessus la Bible de l'histoire des Laurentides, ce dont on Mhm. va parler aujourd'hui. Mais je pense qu'avant de commencer, moi, je ferais un cheers Un cheers à notre rencontre, à une belle rencontre à qu'on a l'histoire. préparée Ben pendant les oui, derniers 6 mois. quand même, ça fait longtemps qu'on est en contact et maintenant, on réalise. Ben, pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve, ben écoute, c'est un rêve partagé. Pour moi, c'est d'avoir des belles conversations sur des sujets historiques qui ont rapport avec le monde de la bière, parce que c'est un monde qui unit, c'est un symbole pour moi. C'est un symbole réaliste, c'est-à-dire qui n'est pas tout en rose, parce que la bière est une toxine, mais c'est en même temps une célébration. Puis cette espèce de paradoxe-là que je venais chercher. Mais ça, c'est assez pour le temps d'une bière. On Oui, aura amplement le temps d'en parler plus exact. tard. Là, on veut parler des Laurentides. Parfait. Moi, j'avais une question pour toi. Question de départ. Commençons. Pourquoi les Laurentides t'intéressent autant? Ben, en fait, ça, c'est la question à 100 pièces que je dirais. Moi, les Laurentides, ben, d'abord, à quelque part, c'est mon enfance. C'est de mon enfance parce que mes grands-parents avaient un chalet, ben, une maison à l'Estérel, qu'ils n'ont plus, malheureusement. Pour moi, c'était un chalet. Sur le bord du lac, une maison de style chalet suisse. Mhm. Je passais pas mal de fins de semaine. L'été, j'allais passer des semaines là-bas. Mes grands-parents, les Laurentides, pour eux, c'est important. Mon grand-père travaillait chez Bell à Sainte-Agathe dans les années 60. Et puis lui, il est tombé en amour avec la région en travaillant là-bas et il a dit à ma retraite, j'achète ici. Puis veut pas, je pense qu'il m'a donné la piqûre parce que à force d'être avec eux, de passer du temps là-bas, de faire du ski, de la planche à neige en étant plus jeune, ben moi-même, j'ai développé un attachement pour cette région-là. Et puis tu sais, le nom de ma chaîne, c'est Histoire d'un Nord. Mhm. Mais le Nord, en fait, pour moi qui viens de Laval, dans la région de Montréal, quand on dit qu'on va dans le Nord,
on s'en va dans les Laurentides. Mhm. Alors, pour moi, j'ai toujours associé les Laurentides au nord. Parce que pour Montréal, le Nord, c'est d'abord et avant tout les Laurentides. Exact. Généralement, de façon abstraite, on sait que le Nord est grand et qu'il est vaste, mais de façon plus proche, de façon plus immédiate, Familière, ouais. c'est les Laurentides. Exactement. C'est comme le terrain de jeu. Puis pour moi, je l'ai découvert un peu comme tous les Montréalais qui ont un chalet ou une maison ou de la famille dans les Laurentides. Mhm. Fait que l'amour de cette région-là me vient de mon enfance, mais je l'ai entretenu aussi dans les dernières années. C'est-à-dire que moi, je fais de la planche à neige l'hiver plusieurs fois. Alors, j'y vais. J'aime beaucoup la région pour la nature, Mhm. les montagnes, les couleurs à l'automne. Mhm. L'hiver, c'est un paradis de neige. Mhm. Alors, en plus, plus récemment, mon travail m'amène à travailler dans cette région-là spécifiquement. Moi, je suis camionneur. T'es camionneur et bachelier en histoire et youtubeur de l'histoire d'un Nord. C'est Je trouve ça quand même intéressant comme cocktail de différentes disciplines. Oui, oui, oui. Ben, en fait, ça surprend toujours, honnêtement, quand que j'approche les gens avec l'histoire, Ouais. puis qui, eux, me connaissent comme un camionneur ou un livreur, ils sont toujours comme Ah, comment tu connais ça? Parce que moi, mon bac en histoire, ça remonte à peu près à 4 ans. Ouais. Mais pour moi, de faire l'histoire des Laurentides, c'était une façon de rendre hommage à tout ce travail-là que j'ai fait à l'université, de m'en servir. C'est-à-dire, j'avais besoin de ça dans ma vie. Ouais. Tout en revisitant des souvenirs d'enfance. Parce que Exact. pour toi, ça commence avec un chalet. Oui, puis ben, en fait, l'histoire, moi, ça a toujours été. J'ai toujours aimé ça. Mhm. Dès mon tout jeune âge, c'était quelque chose qui me fascinait. J'ai la curiosité de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les générations antérieures. Pourquoi, Mhm. mettons les Laurentides, pourquoi que les Laurentides, les gens ont décidé d'aller là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? Ben, en fait, les Laurentides, ça commence un peu en Nouvelle-France pour les Basses-Laurentides. On va coloniser avec le mode seigneurial, mettons Terrebonne, Mhm. Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Eustache. Mais l'histoire des Laurentides, plus au nord, la région administrative qu'on connaît aujourd'hui, elle commence au 19e siècle. On est dans un contexte assez précis. C'est un petit peu plus tardif, ça, par rapport au reste du Québec, hein? Oui. Ben, je veux dire, comme la BTB, En- c'est une phase de développement où est-ce qu'il... Comment je pose ça? Il semble que les meilleures terres sont déjà prises. Est-ce que c'est une bonne façon de le dire? Ben, en fait, tu mets le doigt exactement sur le nœud du problème. Pourquoi qu'on va coloniser les Laurentides? C'est parce que la région des plaines du Saint-Laurent, qui sont les bonnes terres agricoles dans la province du Québec, Mhm. ben, elles sont surpeuplées à partir des années 1800. C'est-à-dire que ben, on avait l'habitude de subdiviser. À chaque génération, on va rediviser les terres pour permettre à sa famille de s'établir. Mais là, le problème, c'est que ben, les familles sont nombreuses. Donc, à un moment donné, on ne peut plus subdiviser les terres agricoles. C'est-à-dire, on n'aura pas assez d'espace pour faire vivre une autre famille. Fait qu'il faut qu'on ouvre des nouvelles terres. Il commence à avoir trop de monde pour la disponibilité actuelle de la terre. Exactement. Puis les Laurentides, ben, c'est comme plusieurs autres régions au Québec. C'est, mettons, les cantons de l'Est, à peu Ouais. près dans la même période. On décide on se dit, on va ouvrir des nouvelles terres là-bas. Mais il y a un contexte bien précis. Parce que avec le surpeuplement des terres, ça entraîne un exode rural. L'exode rural, ben, les gens s'en vont vers les villes pour travailler dans les manufactures. Mais tu sais qu'au Québec, ben, les villes industrielles, à ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Montréal. Il y a Montréal, il y a Québec, puis ils ne peuvent pas absorber tout Mhm. l'exode rural. Est-ce que c'est à ce moment-là que les villes commencent à développer beaucoup de faubourgs? Ben, je pense- Beaucoup de, mettons, d'auxiliaires, voyons, de satellites autour de la ville? Ben, à Montréal, mettons sur l'île de Montréal, qui n'était pas unifiée à ce moment-là, Montréal, c'est vraiment une petite partie qui Ouais. est la ville de Montréal, mais il se fait beaucoup de faubourgs autour, effectivement. ouais. Mais vraiment, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est comme les villes ne peuvent pas retenir tout ce flot de ruraux, ben, les gens se retrouvent à aller aux États-Unis, vers la Nouvelle-Angleterre. C'est ça que la famille de mon grand-père a fait. OK. On a toute une branche des Castonguay là, dans ma famille qui ont émigré entre 1830 et 1930. Le chiffre est ahurissant. Je parle pas de ma famille, je te parle des Québécois. Là. Je Oui, me souviens d'avoir lu là-dessus. C'est fou. Là, C'est entre... un demi-million. Ouais, On parle de la grande hémorragie. ouais. Puis, ce qui est fascinant avec ça, c'est que oui, les gens vont s'établir là-bas. Puis, l'impact que ça a, c'est que, ben, aux États-Unis, il va se former des communautés de Canadiens français, carrément. Et puis, toute la structure sociale va immigrer aussi avec les gens qui travaillent là-bas. C'est-à-dire, dans ce temps-là, c'est l'Église catholique qui fait la structure sociale. Ben, on va retrouver
des communautés religieuses, des prêtres qui vont faire des paroisses de Canadiens français aux États-Unis. Ça va parler français. Et puis, ben, ces gens-là, selon les aléas de l'économie, ils vont faire les allers et les retours. Il y a des familles qui vont déménager plusieurs fois entre les États-Unis et le Québec, qui vont revenir. Puis dans l'histoire des Laurentides, à proprement dite, moi, j'ai vu dans les livres des cas des familles qu'ils vont s'essayer aux États-Unis, puis qui vont se faire convaincre de revenir s'établir au Québec dans les terres nouvelles des Laurentides, grâce au travail, par exemple, d'un personnage comme le curé Labelle, que probablement plusieurs personnes connaissent au Québec. Curé Labelle, c'est pas mon cas. Est-ce que tu peux m'éduquer? Bien sûr. Le curé Labelle, c'est la figure emblématique de la colonisation des Laurentides. Son nom est associé directement à la région parce que lui, c'est l'œuvre de sa vie. Lui, c'est un gars qui est né à Sainte-Rose en 1833. Sainte-Rose, c'est à Laval, dans le fond, de mon coin. Ouais. Et puis, à ce moment-là, lui, il est né dans une famille pauvre. Et puis, il s'inscrit au séminaire de Sainte-Thérèse pour devenir prêtre parce que c'est pas mal sa seule option pour avoir de l'éducation. Lui, il grandit dans le contexte, tu sais, quand il est très jeune, il y a les rébellions de 1837-1838 à Puis sans mauvais jeu de mots, ça brasse pas mal, ça là. Oui, ça brasse pas mal. Et puis à Sainte-Rose, justement, il y a beaucoup d'actions autour des rébellions. Donc lui, c'est directement dans sa cour. Probablement que ça a un impact sur ses influences plus tard. Donc il va au séminaire à Sainte-Thérèse, qui est rendu le collège Lionel-Gros aujourd'hui pour ceux qui le fréquentent. Et ensuite, il devient prêtre assez jeune. Il commence comme... il va être prêtre dans des nouvelles paroisses limitrophes à la frontière des États-Unis avant d'aller à Saint-Jérôme, là où il va être plus connu. Et puis lui, il assiste à l'immigration des Canadiens français vers les États-Unis. Et puis les paroisses dans lesquelles il pratique comme prêtre, ben, c'est des paroisses pauvres. Fait que, tu sais, lui, il est aussi pauvre que ses paroissiens. Il vit la misère de ses paroissiens. En plus, il y a des chicanes entre protestants puis catholiques ou même entre catholiques, parce qu'il va y avoir des catholiques d'origine irlandaise qui sont d'expression anglaise. Donc, ça va faire des dissensions avec les Canadiens français. Ouais. Et puis, évidemment, il s'endette parce que, justement, les paroisses sont pauvres et il n'est pas capable de récolter la dîme, par exemple. Et il va demander à son évêque. Il va dire, premièrement, il va vouloir démissionner. Il ne voudra pas être prêtre. Il va se faire changer de paroisse. Une autre paroisse, je pense que c'est à Saint-Bernard-de-la-Colle, vraiment encore sur le bord de la frontière des États-Unis. Et puis, il va se retrouver à ce moment-là les mêmes problèmes. Et là, il va dire, je veux immigrer aux États-Unis avec mes Canadiens français, avec mes paroissiens. Je veux m'en aller aux États-Unis parce que là-bas, il y a de quoi faire. Les prêtres, ils vivent bien. Parce que malgré que c'est du travail dans des usines, les gens font de l'argent. Les gens sont confortables. C'est pas la richesse l'opulence, mais c'est pas la misère des campagnes avec les famines, les mauvaises récoltes. Ouais, tu te casses peut-être le dos, mais tu crèves pas de faim. Exactement. Alors, son évêque, l'évêque de Montréal, va le transférer à Saint-Jérôme. En 1868, il va dire « Je t'envoie là-bas ». Saint-Jérôme, c'est une ville à la limite entre les Basses-Laurentides et les Hautes-Laurentides. C'est à 40 minutes de Montréal en voiture. Fait que lui, il voulait aller aux États-Unis, mais son évêque l'amène... son évêque l'envoie dans les Laurentides. C'est bon. À ce moment-là, les Laurentides, ça fait pas longtemps qu'on commence à les coloniser. Il y a des gens qui le précèdent, parce que lui, c'est sûr, on l'associe à la colonisation. Mais il y a des hommes politiques, des hommes d'affaires qui le précèdent. Qu'on pense à Augustin Norbert Morin, qui est l'auteur des 92 résolutions des Patriotes. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Lui, il colonise la paroisse. Dans le fond, il se fait octroyer des terres à titre d'homme politique, parce que dans ce temps-là, la corruption, ça ne dérangeait pas. Non, c'était pas grave. Non, pas du tout. Et de toute façon, il n'y a pas personne pour surveiller ça. Mais écoute, c'était tous des amis. Ils peuvent pas s'insurger, c'est ça. Voilà. Mais lui, il s'octroie des terres, pas dans le but d'accumuler. Lui, son rêve, c'est je vais coloniser. Il devient un peu comme un seigneur. Tu sais, les seigneuries, tu as le seigneur qu'il faut qu'il fasse venir des colons. Sauf qu'à ce moment-là, on est dans le régime des cantons. Parce que le régime seigneurial était aboli après l'acte d'union de 1840, je pense. Et puis ça ressemble à quoi, un régime de canton? Les cantons, c'est une façon de subdiviser les terres. Au lieu qu'on fasse ça à des bandes rectangulaires, ça va être des carrés de 10 000 par 10 000. Dieu que c'est beau, l'innovation. Oui. Puis en fin de compte... dans le cas qui nous intéresse, ça n'a pas beaucoup de différence parce que les terres dans le canton
seront divisés selon l'appartenance ethno-religieuse. Ah oui. Si tu es d'origine anglo-protestante, ta terre que tu vas te faire octroyer, ben, elle va être carrée. C'est Comme aussi le simple camp. que ça. Ouais, puis la maison est dans le milieu. Puis dans le fond, les Canadiens français restent avec les bandes rectangulaires, les rangs, toutes les maisons sur le rang pour qu'ils soient plus proches. Ouais. Évidemment, tu ne dois pas de sens, comme dans le régime seigneurial. Tu n'as pas à payer à un seigneur. Puis tu peux être propriétaire dans le régime des cantons. OK. Tu as des conditions à remplir. Par exemple, il faut que tu défriches une certaine partie du lot dans les 5 premières années. Il faut que tu bâtisses une habitation de 16 par 20 pieds dans les 2 premières années. Puis une fois que tu as rempli certaines conditions, tu obtiens les lettres patentes, comme quoi tu es propriétaire de ta terre. Tu obtiens une patente. Une patente, on peut dire ça de même. Puis, est-ce que c'est difficile de trouver du monde pour faire ce travail d'arrache-pied? Est-ce que les gens se portent volontaires? Est-ce que les gens accourent? Ben oui, puis non, parce que l'histoire va nous montrer l'exemple. En fait, la région des Laurentides, comme plusieurs régions de colonisation au Québec, aujourd'hui, c'est très peu habité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont y aller, mais il n'y aura jamais d'autres grandes villes. Les gens vont... Ce qui attire les gens, ça va être les villes industrielles, ça va être l'arrivée du train. Il faut qu'il y ait de l'argent à faire. Il faut que tu puisses faire vivre ta famille. L'établissement dans les Laurentides, c'est difficile. C'est parce que, en fait, tu t'embarques un peu dans l'inconnu. Tu te fais dire, tu vas devenir agriculteur là-bas, tu vas un peu comme pour la plupart des gens qui vont y aller, c'est des agriculteurs, c'est des gens qui travaillent dans les usines, dans les villes. Ça va être des gens de la petite société, qu'on pourrait dire. Et puis, en fin de compte, on leur vend ça comme ça va être un paradis, ça va être facile. Mais les Laurentides, c'est une terre de sable. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont y aller, ils vont commencer à défricher, il y a de la forêt partout, il y a des maringouins qui t'attaquent à longueur de journée. C'est fret l'hiver, t'es isolé. Il y a beaucoup de gens qui vont abandonner. Ça pousse pas, là, ça pousse pas bien. En fait, ça va pousser. Ça va pousser justement l'arrivée du curé Labelle à Saint-Jérôme. C'est lui qui va pousser le poussage. Oui, parce que lui, dans le fond, c'est sa mission d'être. Là, il a vu les gens partir vers les États-Unis. Il se fait envoyer à Saint-Jérôme. C'est une paroisse prospère qui est établie... Quand il arrive en 1868, Saint-Jérôme, ça existe depuis à peu près 40 ans. C'est l'augmentation d'une seigneurie qui était pleine. Fait qu'on a dit on va aller plus au nord pour établir les colons. Et puis, Saint-Jérôme, c'est sur un pouvoir d'eau assez fort. Qui est la il y a une rivière bonne du Nord. rivière. Là. Il y a une bonne rivière qui est à l'origine un peu de l'établissement parce qu'il faut que tu fasses un moulin. Quand tu fais une seigneurie, ça prend un moulin. Le moulin, ça peut être un moulin à scie, un moulin à cardé, un moulin à farine. Mais un pouvoir d'eau, c'est une façon facile. Dans le fond, c'est de l'énergie gratuite. Tu sais, dans ce temps-là, t'as pas Hydro-Québec, t'as pas du gaz. Il faut que l'énergie, c'est la nature qui la produit ou c'est les bras. Ouais. T'sais, fait que Saint-Jérôme, c'est une paroisse prospère. Il y a déjà des petites industries, il y a beaucoup de commerce. C'est comme un petit centre. C'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, là. C'est pas une grande ville. Mais à cette époque-là, Saint-Jérôme, c'est le haut lieu, c'est le chef-lieu finalement des Laurentides. C'est là que ça se passe. C'est un hub. Pas encore. Pas encore? À ce moment-là, c'est Terrebonne. C'est Terrebonne. Terrebonne qui n'est plus dans les Laurentides aujourd'hui. On l'a enlevé, les Laurentides, on a redessiné la carte? Ça, c'est dans l'histoire plus récente. Mais à cette époque-là, les Laurentides, c'était plus vaste que qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la région administrative, elle est assez petite, que je dirais. Puis, évidemment, on pourrait en reparler. Mais il y a eu un découpage probablement arbitraire qui s'est fait. On a découpé, mettons, les Laurentides, il y a une partie qui est rendue dans la Naudière. Il y a une partie que c'est l'Outaouais aujourd'hui. Tu vas dans des coins comme Namur, Ripon, Chénéville, un petit peu plus dans l'est de l'Outaouais. C'est un peu dans la région de colonisation des Laurentides. Parce que c'est le curé Labelle qui a ouvert ça, ces places-là. OK. Donc, Saint-Jérôme n'est pas encore le chef-lieu. Mais avec l'arrivée du curé Labelle, il se dit parfait, maintenant j'ai mon plan dans mes mains. On va parce que, évidemment, plus au nord de Saint-Jérôme, il y a déjà Saint-Adèle, Saint-Sauveur qui sont ouverts. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à Sainte-Agathe en 1850. Sainte-Agathe, ça, par rapport au reste, c'est-tu très, très loin? C'est-tu très haut? Je connais pas. J'ai de la misère à le situer. Sainte-Agathe, c'est à peu près à 45 km au nord de Saint-Jérôme. OK. Fait que, oublie pas à ce moment-là, à cette époque-là, tu fais tout à pied parce qu'il n'y a pas l'autoroute.
Mais le curé Labelle, il arrive là, puis et lui, il se dit, bon, on va continuer qu'est-ce que mes prédécesseurs ont commencé, on va coloniser le Nord. Puis en plus, ben, en partance de Hawkesbury, puis de Grenville, il y a un courant anglo-protestant de colons qui remonte vers le nord, par la rivière Rouge, parce que la rivière Rouge, c'est une autoroute pour la drave. À ce Mhm. moment-là, les Laurentides, on les exploite pour le bois. Mhm. Et puis, le long de la rivière Rouge, il y a des bonnes terres agricoles parce que c'est les Hamilton qui ont des moulins à scie à Hawkesbury puis qui coupent le bois. Dans le fond, ils ont des concessions forestières dans les Laurentides. Fait qu'ils font descendre le bois par la rivière Rouge. La rivière Rouge, ben, c'est comme un peu un axe de colonisation. Ils ont fait des fermes le long de cette rivière-là pour nourrir les bûcherons dans les camps. Puis là, éventuellement, ben, eux autres, ils disent, ah, on pourrait monter, justement, on pourrait s'établir, les terres sont bonnes. Fait que le député du comté d'Argenteuil, c'est Sidney Bellingham. Puis lui, avec ses compatriotes, ils vont remonter jusqu'à Arundel. Pour vous situer, Arundel, là, c'est à peu près à 20 km au sud de Mont-Tremblant aujourd'hui. Hmm. C'est quand même assez loin dans le nord. Puis là-bas, il y a des terres agricoles d'une très grande qualité. Fait que dès les années 1850, il fait arpenter ce coin-là, puis il commence à établir du monde. Lui, il a vu le potentiel. Oui, et le curé Labelle est très au fait de ça, puis il se dit, ça y est, ils vont s'emparer des meilleures terres. Puis lui, son objectif à ce moment-là, ben, tu sais, dans l'ère du temps, c'est un retour à la terre. Faut que dans le fond, la nation canadienne-française, au lieu d'aller se perdre dans les villes des États-Unis, du nord des États-Unis, Ouais. ben, il faudrait qu'ils retournent un peu à leurs racines. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a une espèce de guerre à l'armement, de course à l'armement, ou plutôt de... c'est une analogie qui n'a pas vraiment de sens, là, mais une espèce de compétition entre les anglicans puis les catholiques, entre les protestants et les catholiques? C'est une compétition amicale. Il n'y aura pas d'affrontement. D'accord. Mais oui, c'est l'espèce de... Mais une compétition pour les terres, l'accès Oui, aux terres. parce que le curé Labelle, son objectif, c'est de créer un nord-ouest canadien-français. Lui, son Mhm. but, c'est d'aller rejoindre, d'aller jusqu'au Manitoba par le nord-ouest. Il est ambitieux, notre Il ami? est très ambitieux. Oui, d'ailleurs, parce que le curé Labelle, c'est un homme de grandeur. Tu sais, c'est un homme modeste. Là. Pour faire un portrait, malgré son statut de curé, puis tout ce qu'il va faire dans sa vie, il y a des manières très gros gens. Très gros, Jean. Oui, alors le curé Labelle, il va être dans le gouvernement d'Honoré Mercier dans les années 1880. Il va être nommé sous-ministre à la colonisation. Malgré ça, lui, il s'habillera pas propre. Il va continuer de traîner sa soutane usée. Il fume comme une cheminée. Il boit. Il crache. Il tousse. Il parle fort. Il coupe la parole. C'est comme une locomotive quand il passe. Tu l'entends venir, puis tu peux pas l'arrêter. OK, il est inarrêtable, il est incassable, puis il est insupportable. Ben, il est insupportable. Puis, comme je lisais dans un ouvrage de Gabriel Dussault sur justement le colonialisme et surtout sur le curé Labelle, Ouais. à cause que c'est un curé, c'est très dur de les conduire, de lui dire hey, Ouais. slack un peu. Tu peux pas faire ça. Ben oui, parce qu'il y a la bénédiction de Jésus-Christ en arrière de lui. Exact. C'est sa mission divine. Puis, Mhm. ouais, il est très. C'était quelqu'un de. Ses projets, c'était tellement important, il y avait juste ça. Puis le projet de colonisation des Laurentides, pour lui, c'est vraiment toute sa vie. De 1868 jusqu'à temps qu'il meurt en 1891, il pense juste à ça. Fait que lui, il va être partout, tout le temps, en même temps, il fait du lobbyisme. À partir de Saint-Jérôme, il dit faut qu'on aille jusqu'au Manitoba. Qu'est-ce que ça prend pour aller là? Ça prend un chemin de fer. Fait que, maintenant, je te demande, ça ressemble à quoi? Un abbé en habit d'abbé qui est très ambitieux, puis qui est sous-ministre adjoint. Quand il fait du lobbyisme, ça ressemble à quoi? J'essaie de visualiser ça dans ma tête. C'est un petit peu bizarre comme concept. OK. Ben, j'avoue que j'ai peut-être pas été clair. C'est sûr, pour ceux qui vont être vraiment plus intéressés, j'ai fait une capsule juste sur lui Ah ouais. qui dure 15 minutes. Puis en 15 minutes, j'ai pas fait le tour. Je vais essayer de te résumer ça très rapidement. Le curé Labelle, là, quand il fait du lobbyisme, dans le fond, là, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de téléphone. Il y a à peine le télégraphe dans les Laurentides avant que le train y arrive. Puis lui, il correspond avec tout le monde. Il fait des voyages en Europe pour aller chercher des contacts. Et il veut un chemin de fer. Il va écrire directement à Hugh Allen, qui est genre le président du Canadien Pacifique.
Il écrit, il va le rencontrer, il dit ça me prend un chemin de fer pour les Laurentides, ça me le prend absolument. Il ne lâche pas. Il achale tous les politiciens de tous les niveaux possibles, Québec, Canada, pour s'assurer qu'on va avoir de l'argent pour la colonisation. Il faut lui donner son dû. Le gars, il a beaucoup d'énergie puis il est persistant. Infatigable, c'est le mot. Il est intuable. Puis en plus, il y a le physique de l'emploi. Il fait 6 pieds, 300 livres, c'est un grand bonhomme, un armoire à glace. Barouette, OK. Ouais, Fait il en impose. Il en impose. Puis tu sais, avec ses manières, puis il parle fort, il met le poing sur la table, il va... Il faut que tu mettes le poing sur la table. Il y a Au pas le 19e choix. siècle, Il y a là, pas le c'est comme ça. Et voilà. Aujourd'hui, on utilise des hashtags. Dans le temps, c'était des points sur la table. Oui, puis lui, c'est ça, lui, aujourd'hui, ça aurait été un curé... Ben, en tout cas, il aurait été influenceur. Il aurait sûrement utilisé TikTok, Instagram. Curé Instagram. Oui, curé Ouais, Instagram, ben, carrément, c'est sûr. Ouais. Curé Labelle sur Instagram. Ouais. Venez habiter dans Laurentides, c'est moi qui vous le dis. On va avoir le chemin de fer. Parce que faut comprendre que c'est un curé. Ouais. Ben là, un curé, on se dit, ça y est, c'est rétrograde, c'est des vieilles idées. Le retour à terre, en plus, je vous ai peut-être pointé un peu vers ça, là, que ça allait être comme un petit peu à l'ancienne. Curé Labelle, c'est un homme intelligent. C'est un homme de son époque. Lui, il croit au progrès. C'est un homme d'église, mais il croit au progrès. Ben déjà, il croit au train. Le train, pour lui, c'est la solution. Sans train, les Laurentides, ça meurt. C'est ça qu'il se dit. Puis pourquoi? Parce que lui, il regarde les États-Unis. Puis les États-Unis, ça fonctionne. Ils ont beaucoup de trains. Il y a des trains partout. Les villes sont grandes. Puis d'ailleurs, il me semble, je t'ai déjà entendu, toi ou un de tes invités, parler qu'aux États-Unis, il y avait des trains réfrigérés pour la bière, puis que c'est la compagnie de Budweiser qui a inventé ça. Ouais. J'étais avec Luc-Nicole Labrie OK. qui nous parlait de l'émergence de l'industrialisation de la bière, puis des premières grandes compagnies de bière américaines, Oui, c'est ça. puis de l'invention par Budweiser ou Pabst, je pense que c'était Budweiser, du wagon réfrigéré. Puis c'est con, mais si ton voisin américain plus gros que toi invente un wagon réfrigéré, ben, tout d'un coup, ça crée des économies énormes pour tout vendeur américain, puis ça ouvre des opportunités pour l'exportation américaine vers le Canada, ce qui complique la tâche aux producteurs canadiens. Des petites choses comme ça, le progrès technique, ça change tous les rapports de force. Puis cette invention-là, ça a fait que tout d'un coup, les producteurs canadiens n'avaient pas le choix de soit investir massivement pour être compétitifs ou se faire, dans le fond, commercialement envahir par les États-Unis. Et le curé Labelle, dans les Laurentides, c'est un petit peu son programme aussi. Saint-Jérôme, j'ai dit, c'est une ville qui est prospère. Puis Saint-Jérôme, le train, ça va arriver assez vite dans l'histoire des Laurentides, grâce aux efforts d'influenceurs du curé Labelle. Laurentide Forever! Oui. Hashtag! Il va faire des coups d'éclat. C'est-à-dire que dans les années 1870, à Montréal, en fait, un peu partout, je pense en Amérique du Nord, il y a une crise économique quand même grave. À peu près en 1873, mais il y a 2 hivers qui sont particulièrement rudes, 1872 puis 1867. Et puis à Montréal, il y a beaucoup de gens qui vont manquer de bois de chauffage. Dans les Laurentides, une place qui est pleine de bois? Les Laurentides, c'est plein de bois, on le sait, parce que les compagnies forestières, dans le fond, ils coupent le bois, puis le curé Labelle, il veut exploiter le bois des Laurentides. Là. C'est un homme intelligent. Si on établit des colons, tu as du bois sur ta terre, tu veux l'exploiter. Malheureusement, les compagnies ne voudraient pas. Mais là, il se dit, hey, on est plein de ressources. Puis là, à Montréal, il manque de bois. Fait que, qu'est-ce qu'il fait? Il organise une publicité, qu'on va dire ça de même. Il s'est fait demander par la ville de Montréal, pouvez-vous, la paroisse de Saint-Jérôme, fournir du bois pour les pauvres des paroisses de Montréal qui crèvent de froid? À ce moment-là, il n'y a pas de train. Fait que le curé Labelle, il entend parler de ça, il prend l'affaire en main, il organise ça avec ses paroissiens, il charge des traîneaux de bois, je pense 60 cordes de bois sur des traîneaux. Ils partent de Saint-Jérôme et ils descendent jusqu'à Montréal en plein hiver, dans la tempête de neige. Puis là, il fait ça big. Il met des décorations, des clochettes sur ses traîneaux pour être sûr que tout le monde... C'est du PR. C'est du PR avant le temps. Le gars, il a pas fait une conférence de presse, il a fait un traîneau de presse. Peut-être qu'il a fait une conférence de presse, mais lui, son habitude, c'est les banquets. Fait que rendu à Montréal, il arrive comme un sauveur. Le banquet, parce que curé Labelle, on le sait que... Ah ouais, c'est un amateur de bière? Peut-être pas de bière, mais j'ai lu qu'il aime ça, la boisson. Puis je sais pas si tu as écouté la série Les Pays d'en haut à Radio-Canada.
avec Antoine Bertrand qui fait le curé Labelle? Honnêtement, j'ai raté ça. Mais voir Antoine Bertrand qui fait le curé Labelle, c'est maintenant un hashtag priorité. Ben, tu sais, je pense que c'est un excellent choix pour le casting, mais aussi, c'est le personnage, comment ils l'ont écrit. Ben, il y a un hôtel à Sainte-Adèle, dans les Pays d'en haut, comme il y a des hôtels dans tous les villages des Laurentides à l'époque. Et puis, il arrive toujours une histoire que le curé Labelle, il se met à jouer aux cartes avec les gens là-bas, puis il colle des shots de whisky. Un homme du peuple, tu sais, quelqu'un d'accessible. Mais oui, c'est ça, parce que justement, malgré son ascension sociale, c'est ce que je disais tantôt, même quand il va être en haut au gouvernement, il reste proche de ses paroissiens, puis des Laurentiens. Pour lui, c'est tout. Là, Fait que, pour revenir à mon histoire de corde de bois à Montréal, ça prend 2 fois. 2 hivers, parce que lui, il veut convaincre les Montréalais, ben là, il faut que la Ville de Montréal elle donne de l'argent pour construire le train jusque dans les Laurentides. Comme ça, vous ne manquerez pas de bois. Fait que lui, il est vraiment entraîné par son idée de créer du train. Il veut créer de l'entrain autour du train. Ben, pas juste ça. Tu sais, des fois, dans les pénitences, dans la religion catholique, il faut que tu fasses des chemins de croix pour te repenter. Fait que lui, il veut faire des chemins de fer de croix. Ben, lui, il a déjà fait le lapsus, apparemment, de dire ça à ses paroissiens, vous allez faire un chemin de fer. Et il s'est déjà fait... C'est génial. I drink to this. Merci, curé Labelle. C'est tellement bon. Non, mais c'est un personnage, là, clairement. Honnêtement, moi, j'aurais aimé ça le connaître. Genre, j'aurais aimé ça y parler. Je suis sûr que je l'aurais trouvé vraiment comique, puis qu'on l'aurait invité à notre podcast, puis il aurait volé le show. Pour le temps de notre bière, je sais pas si j'aurais eu le temps de parler, là. Puis je sais qu'il aurait donné vraiment beaucoup de points sur la table. J'avoue que ça aurait été un problème pour mon directeur technique, là. Je pense que le studio aurait été en danger. La table aurait peut-être pas survécu. Malheureusement. Puis sérieux, il aurait peut-être fallu changer de table juste pour lui, parce que cette table-là, honnêtement, elle a coûté cher, là. Je veux dire, tout ça, c'est fait à la main, là. Ça a été poli, ça a pris genre 1 mois avant que tout soit prêt. Fait que, bref, à supposer que, on va s'entendre, toi puis moi, là, on va faire une entente. Si jamais quelqu'un résurrectionne le curé Labelle, puis qu'on l'invite dans le studio, on va prendre une autre table. Moi, j'ai aucune objection. Parce que je veux recevoir le curé Labelle. Tu comprends? Ben écoute, peut-être que tu pourrais parler à la version d'Antoine Bertrand du curé Labelle dans un bonus de l'épisode qui va sortir sur l'émission DVD, sur l'édition DVD. Non, c'est vrai, on fait plus de ça parce que maintenant, on est à l'ère presque juste numérique. Ben oui, tout est sur demande, tout est en streaming. OK, grosse parenthèse, grosse digression. On retourne au chemin de fer. Revenons à notre sujet. À nos moutons. Donc, le chemin de fer arrive à Saint-Jérôme en 1876. Première victoire pour le curé Labelle. Il fait un gros banquet pour fêter ça. Puis lui, évidemment, c'est rien arrivé à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, là, j'ai dit tantôt, c'est 40 km de Montréal. Les Laurentides, là, à ce moment-là, quand le train arrive là, à Saint-Jérôme, on a colonisé jusqu'à Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, là, c'est 120 km de Montréal. Puis évidemment, à ce moment-là, dans les années 1880, on est en train d'ouvrir des chemins jusque vers Mont-Laurier. En fait, le premier chemin, on l'ouvre en 1884 vers Mont-Laurier. Puis le but, oublie pas, le but, c'est d'aller jusqu'au Manitoba, là, par le nord-ouest. Fait que tu commences à... Ça fait du chemin, là. T'es pas allé loin, t'es juste rendu à Saint-Jérôme. Là. Mais attends un peu, y a-tu des gens qui croient sérieusement que le Québec, à travers la colonisation de nouvelles terres et des chemins de fer, vont se rendre au cœur du Manitoba? Est-ce que le curé Labelle est tout seul à penser ça, ou il y a vraiment beaucoup de monde au Québec à l'époque qui se disent « Ouais, le Québec se rend au Manitoba, c'est correct, on va faire ça, c'est normal. » Ben, à ce moment-là, c'est que en Ontario, ils vivent un petit peu la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'ils s'étendent vers le nord. Mais l'idée, c'est les premiers qui arrivent sur le territoire, parce que c'est un petit peu plus flou qu'aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça. Mais à cette époque-là, de ce que j'ai compris, c'est qu'en s'emparant du sol, c'est que tu es maître de la place. Oui, ben en anglais, on a une expression « finders keepers ». Premier arrivé, premier servi. Puis c'est la citation que le curé Labelle il a sur sa statue à Saint-Jérôme, c'est carrément « emparons-nous du sol ». Puis il pointe vers le nord. Fait que c'est un peu un colonisateur, là, je veux dire. C'est un peu un conquistador du nord québécois. Il y a un terme pour ça, on appelle ça un curé colonisateur. Puis autour de lui, il y en a d'autres. Parce que c'est comme une clique. Puis il est encouragé, évidemment, par des élites, les élites canadiennes-françaises, comme ceux qui l'ont fait avant lui. Il y a une question d'argent. Il y a une question d'occupation du territoire. Puis vraiment, c'est ça, c'est de d'étendre. Dans le fond, c'est de ne pas se faire envahir. Parce que c'est de la survivance de la nation canadienne-française. Et puis, à ce moment-là, dans l'histoire du Québec, la religion catholique, elle est garante de la nation canadienne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ben, tu sais qu'à ce moment-là, l'État n'est pas très interventionniste. Il n'est pas très présent. Il n'est pas présent. En fait, non. Puis c'est un problème que l'État n'est pas présent. Ça met des bâtons dans les roues d'un homme comme le curé Labelle ou des Laurentiens qui s'établissent. L'État est tellement pas présent que ceux qui financent l'État ou les partis électoraux, ben, c'est des. Dans le fond, t'es un ami du parti, tu donnes l'argent, mais c'est les compagnies. C'est les compagnies de bois. Ils financent jusqu'à 30% des caisses électorales. Fait que c'est eux, ils décident. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'après ça, l'État fait rien. Là. L'État, faut que tu gagnes de l'argent tout le temps. Ce que tu me dis, c'est que jusqu'au 20e siècle, donc pendant une bonne partie du 19e siècle, les compagnies de bois sont en mesure de dicter la politique au Québec. Plus que, mettons, d'autres compagnies. Ben, ils ont quand même ils ont le dos large. Surtout, mettons, dans la région qui nous intéresse aujourd'hui, ou même dans l'Outaouais, parce que c'est les rois. L'Outaouais aussi, c'est une province du bois. C'est le même portrait. Honnêtement, c'est de ce que je comprends, c'est vraiment... Dans ce temps-là, il n'y avait même pas de différence. En fait, même quand ils colonisaient dans le nord, ils disaient qu'ils s'en allaient dans la vallée de l'Ottawa. Jusqu'à Mont-Laurier, c'est la vallée de l'Ottawa pour eux, parce que c'est normal, parce que l'Outaouais passe au sud de la région. Même, tu sais, aujourd'hui, dans la région administrative, tu vas jusqu'à Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, c'est la limite entre l'Outaouais et les Laurentides. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est la rivière des Outaouais, qui est ton point de convergence de tous les cours d'eau qui partent du nord, ils s'en viennent vers l'Outaouais qui s'en va vers le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Ben, c'est une zone stratégique, là, quand même, à cause de cette confluence-là de rivières, à cause que ça conflue vers le Saint-Laurent. Exact. Puis d'ailleurs, avant l'arrivée des colonisateurs, puis même des Européens, c'était une région... Dans le fond, les cours d'eau, c'était les voies de circulation des Premières Nations. Les autoroutes du temps d'antan. Carrément. Puis la rivière des Outaouais, ben, ça vient justement des Ottawa. Puis il y avait l'habitude, les nations autochtones, de se retrouver l'été sur le bord de la rivière des Outaouais. Puis l'hiver, ils montaient dans le nord comme des groupes nomades. Pour ceux qui sont dans les Laurentides, là, mettons la petite nation, les West-Carini. D'ailleurs, que c'est aujourd'hui, je pense que c'est une MRC dans l'Outaouais, si je me souviens bien. Écoute, il y a les brasseurs du temps, je pense, qui vont faire une bière spécifiquement pour les West-Carini bientôt. Ben, c'est cool, mais c'est quand même un peu, mettons, les brasseurs de Montebello, que leur bière se rapporte à l'histoire. Pardon, pas les brasseurs du temps, les brasseurs de Montebello. Ouais, c'est exactement ça. C'est normal parce que la région là-bas, je pense que la MRC, c'est la MRC de la genre soit Papineau ou. Mais le secteur, ils appellent ça Petite Nation. Parce que je livre là aussi dans le cadre de mon travail, puis je le vois souvent, là, même en parlant du monde, je me suis fait dire ici on est dans Petite Nation. Moi, Petite Nation, ce que ça me sonne, c'est les West-Carini. OK. Mais dans le fond, c'est des Anishinaabe. Pour utiliser les termes propres. C'est ce qu'on appelait dans nos cours quand on était jeunes des Algonquins. Ouais. Bref. Ça, c'est le nom qu'eux-mêmes se donnaient. Les Algonquins, c'était le nom que soit des Français ou nos ancêtres leur donnaient. Donc, plus des Français, mettons. Puis, répète-moi leur vrai nom, le nom qu'ils se donnent eux-mêmes. Les Anishinaabe. Anishinaabe. Puis ça, c'est Joël qui m'avait appris ça. Joël, tous les chemins mènent à Montréal. À qui je dis bonjour, puis merci. Salut Joël! Puis d'ailleurs, qui ressemble au curé Labelle. Je m'en suis servi dans mes vidéos pour faire un petit caméo, qu'on pourrait dire. Tu sais ce que tu pourrais faire? T'amènes Joël sur ton vidéo, puis tu lui demandes d'incarner le père Labelle. Le curé Labelle, ouais. Mais bref, on peut retourner à nos chers Laurentides, comme dirait justement notre cher Antoine Labelle, le curé. Ouais. On était avec le train. Ouais. Je sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais je te ferai quand même un bon résumé avec ça, le train. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est arrivé avec le train. Parfait. Le train. Il arrive en 1876 à Saint-Jérôme, je vous le rappelle. Mais après ça bloque. Un petit peu, vous connaissez ça un peu, hein, la politique, les intrigues, la corruption, ça date pas d'hier. Les gouvernements qui changent. Conservateur libéral. Ah non. Qu'est-ce qu'un gouvernement fait quand il arrive après l'autre? Il défait ce que l'autre a fait avant. Et puis, il y a du monde qui n'ont pas intérêt à ce que... C'est bizarre, là, ce que je vais dire, mais il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le train se rende dans les Laurentides. Qui? Les compagnies de bois, ils sont un petit peu en compétition avec les colons pour le territoire, parce que souvent, il y a des colons qui vont s'établir de façon illégale, ce qu'on appelle des squatteurs. Et puis, les terres, en principe, sont concédées. Le bois, du moins, le bois qui est sur les terres a tout été donné en concession forestière.
Mhm. à des compagnies. Tout l'Outaouais, toutes les Laurentides. Et puis là, on a des gens qui disent on va faire des villes puis des villages. Puis le curé Labelle, il dit on va amener le train, on va amener des industries ici, des mines, des affaires. Puis ces gens-là, ils n'ont pas intérêt à ce que ça arrive. Du moins, ils ont intérêt à ce qu'il y ait un peu de gens pour que ce soit de la main-d'œuvre, qui soit genre des bûcherons, des draveurs. Mais ces compagnies-là, ils n'ont pas intérêt à ce qu'ils se fassent voler tout leur territoire. Fait que ça fait traîner beaucoup les choses politiques. Eux autres, ils vont dire on ne changera pas la réglementation parce qu'ils financent les partis. Mettons, le curé Labelle, il dit le bois qui est sur les terres concédé par un agent de la couronne, dans le fond, les terres de la couronne qui sont concédées par un agent des terres aux colons pour l'établissement des nouveaux hameaux. Le bois, au début, les colons, ils peuvent juste s'en servir à des fins personnelles. Mhm. Ils ne peuvent pas le vendre. Parce que les compagnies forestières leur disent vous n'avez pas le droit de le vendre parce que vous allez être en compétition avec nous. Le bois nous appartient. Ils sont sérieux, les compagnies de bois, là. Ils sont très sérieuses, pardon. Mettons, Labelle en politique, il a été désillusionné par ça, parce que autant il est partout, autant il communique avec tout le monde, mais il n'a pas duré longtemps. Il a été 2 ans en politique, puis il a démissionné. Puis il était quoi? Il était député? Il était sous-ministre. Oh, pardon. Mais un sous-ministre, c'est pas un élu. Non, c'est pas un élu. Il a été nommé par Honoré Mercier. D'accord. Puis ça a été justement un choix... c'était un petit peu un choix arrangé avec le gars des vues, parce que justement, c'était le meilleur homme avec tout le travail qu'il a fait. C'est comme une façon de dire merci pour vos services pour la province de Québec. Fait que, évidemment, il n'est pas élu, mais il a été dans le gouvernement. Puis il s'est fait... Le ministre de la colonisation, à ce moment-là, c'est Honoré Mercier, mais il donne les pleins pouvoirs à son sous-ministre. Sauf qu'il a duré 2 ans parce que justement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire changer les choses comme il voulait. Labelle, c'est un gars d'une idée. Il voulait que ça change. Ouais, mais de la façon dont on parle aussi, c'est un gars d'action, puis c'est un gars concret, c'est un gars qui bouge, c'est un gars qui boit, c'est un gars qui est dans le moment présent. Il se fâche Lui, quand la ça politique, bouge pas. là, c'est ça. Il donne des points sur la table, puis là, les gens ont un petit peu peur. Pour lui, ça va passer rapidement, donc la politique, c'est pas bon pour lui. Ouais. Mais est-ce qu'il va réussir à voir l'avènement de son chemin de fer chéri de son vivant? À Saint-Jérôme, oui. Puis malheureusement, l'année qu'il meurt, en 1891, c'est l'année où on commence à ouvrir plus au nord. C'est-à-dire, à partir de 1891, on ouvre à Sainte-Adèle. En 1892, Sainte-Agathe. 1893, Saint-Jovite, qui est Mont-Tremblant aujourd'hui. 1893, toujours à la ville de Labelle, qui ne portait pas ce nom-là à ce moment-là. Il y a un village qui s'appelle Labelle, en l'honneur du curé, qui était la chute aux Iroquois, à cause de son pouvoir d'eau, la chute qui est l'emplacement qui a été choisi par le curé Labelle. Et puis après ça, plus au nord, ça va arrêter à Nominingue en 1904, puis ça va bloquer encore. Puis il y a un autre curé qui va faire développer ça jusqu'à Mont-Laurier. Là, pardon, on parle du chemin de fer. Du chemin de fer. Parce que les colons sont déjà établis. À partir des années 1880, il y a des colons jusque dans la vallée de la Lièvre à Mont-Laurier. Et puis, après ça, évidemment, ça va aller plus loin. Mais la région des Laurentides, elle arrête pas mal à Mont-Laurier. Mont-Laurier, puis Ferme-Neuve, puis tout ça. Puis de son vivant, la Belle, il verra pas le train, malheureusement, arriver. Il doit être quand même content. Là. Probablement que dans sa tombe, il a souri quand il a vu que ça a fonctionné. Puis dans le fond, le train, pour vous résumer ça, quand ça arrive dans un village, ça change la game. Un village au Québec, ça prend une église, puis il y a du monde qui vient autour. Mais c'est pas juste ça. La Belle, il dit non, ça prend un pouvoir d'eau, ça prend un moulin à scie, une genre de petite industrie. Puis quand les trains, quand les locomotives se mettent à circuler dans la Laurentide, l'axe du train, c'est tous des villages qui vont avoir du succès. Puis la Belle, il voit pas juste l'industrie. Il pense à ces colons qui vont vendre leurs produits. Les produits agricoles, il faut les vendre dans un marché. Avec le train, ça va se déplacer plus vite. Mais il voit à long terme. Lui, il voit le tourisme. Puis à son époque, là, c'est quand même précurseur parce qu'à ce moment-là, le tourisme, c'est assez rudimentaire. Ça commence à se développer. Le tourisme en tant que phénomène occidental, en tant que phénomène mondial, culturel, ça commence à vraiment prendre son essor à la deuxième partie du 19e siècle. Exact. Pourquoi? Parce que tu as une classe de gens beaucoup plus large, qui est riche, qui a de l'argent, qui peut voyager, à une époque où est-ce que les voyages commencent à devenir d'autres choses qu'une peine de mort assurée. Exact. On commence à avoir des vaccins, on commence à avoir des façons de voyager qui sont plus commodes, si on veut, pour une certaine élite occidentale, en tout cas. Oui. Oui, puis avec l'arrivée du train, c'est quelque chose que, dans le fond, on va voir les villages grandir autour des gares. La gare, ça va être un nouveau phénomène d'attraction. Pourquoi? Parce que le train,
le curé Labelle, pourquoi il préconise le train? Le train, ça amène les industries. Et il sait que les industries, quelque part, ça va faire vivre les Laurentides. Je peux prendre 2 bons exemples des villes qui ont du succès dans les Laurentides grâce à l'arrivée du train. Ben, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, là, le nombre d'industries, là, ça va exploser en 10 ans. C'est fou l'impact que ça a. Je peux prendre un exemple plus petit. Si je prends Saint-Jovite ou je prends la municipalité de Labelle. Labelle, là, c'est à peu près à 30 km au nord de Saint-Jovite. Mont-Tremblant. Quand le train arrive en 1893, je pense qu'en dedans de 10 ans, la population a triple. Puis on parle d'un petit village. Là. Ouais. Tu sais, on passe, c'est ça, on va peut-être passer de 1000 à 3000. Là. Ouais. Puis Saint-Jérôme, c'est la même chose. Ça devient, dans le fond, Saint-Jérôme, à ce moment-là, devient pas mal la porte du Nord, comme qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le chef-lieu des Laurentides, qui ne sont pas une région à ce moment-là. Une ville comme La Chute aussi. Mhm. La Chute, le train arrive en 1876. La ligne de chemin de fer qui part de Saint-Jérôme, qui s'en va jusqu'ici à Gatineau. Elle est ouverte en 1876. Puis le long de cette ligne de chemin de fer-là, il y a plein de villages qui vont avoir... Ils vont vivre la même chose quasiment que plus au nord dans les Laurentides. Seulement, plus tard, le train, ça va avoir un autre impact. Tu sais, premièrement, il y a l'industrialisation. Dans la fin du 19e siècle, on est dans l'ère, justement, la deuxième phase industrielle mondialement. Au Québec, à ce moment-là, ben, les villes grandissent autour des usines. Ils s'en ouvrent un peu partout. On commence l'exploitation minière. Dans les Laurentides, ils vont en avoir un peu plus. Ça va être aussi plus au début du 20e siècle. Et puis, plus tard, il va y avoir un autre phénomène relié à ça. C'est le tourisme avec l'arrivée du train. Mhm. D'ailleurs, quand le train arrive à Sainte-Agathe en 1892, les gens de Montréal, les notables, vont commencer à faire la villégiature. Ben, il y en a qui avaient commencé avant. Mais c'était des courageux. Fallait que tu montes. Les chemins, c'était pas beau. Ça ressemble C'était une aventure dans le temps. Là. C'était pas comme aller au chalet de Airbnb dans lequel tu as une solution clé en main. Mais attention, aujourd'hui, ça peut être une aventure aller au chalet. Si tu décides que tu pars le vendredi soir ou le samedi matin. À cause du trafic. Le trafic, vous savez, les travaux, les routes. Ben, à cette époque-là, les routes sont pas très belles, donc rien n'a changé. Ouais. Mais oui, tu sais, l'arrivée du train, ça amène aussi justement le tourisme. Puis ça, c'est après la mort du curé Labelle, mais lui, il avait déjà vu ça. Et puis Sainte-Agathe va devenir la capitale du tourisme dans les Hautes-Laurentides rapidement parce que c'est un lieu de villégiature, il y a un beau lac. Tout le monde se fait bâtir un chalet. Dans le fond, les riches de Montréal se font bâtir des chalets. Il y a des hôtels de luxe à l'époque qui sont un peu des genres d'ancêtres. Ben, à cette époque-là, on pourrait dire que c'est un genre de Club Med. Tu sais, ça doit être une formule tout compris. Puis, faut que tu aies de l'argent pour aller là. Ouais. Il va y avoir des courses de régate sur le lac, des trucs de même, Ouais. des sports nautiques avant le temps. Et puis, ça vole la vedette. Puis là, avec le train, ben, à cette époque-là, le train, c'est tellement rapide par rapport à ce qu'on connaissait avant. Ouais. Ça a changé la game. Puis c'est nouveau. Oui. Et puis tu te dis, enfin, ça va me prendre moins de temps d'aller dans mon hôtel particulier dans lequel je peux avoir mon resort du 19e siècle. Puis, tu sais quoi? Le colon ordinaire, il s'en est tellement fait parler du train parce que Labelle, il était partout. Quand il montait dans les Laurentides, Labelle, il était jamais... Dans le fond, c'était le curé de Saint-Jérôme, là. Mais je vais résumer ça bien vite. Il a fait nommer probablement plus qu'un vicaire. Il était jamais là. Il avait pas le temps. Et lui, là, je sais pas... J'aurais aimé ça voir son agenda, s'il y en avait un. Ça devait être rempli de notes, de post-it, tout le temps à gauche, à droite. Ce gars-là, il devait pas dormir. Ce gars-là devait pas bien écrire. Il devait être trop pressé. D'après moi, c'est sa mère qui écrivait pour lui. La Mouma, là, ça pour se peut ceux... bien. elle a vraiment existé. Là. Ils ont fait ça dans les pays d'en haut. Ils l'ont comme personnifié. Puis sa mère était avec lui. Les gens l'appelaient Madame Curé. Madame Curé. Oui, parce qu'on sait que Curé ne peut pas avoir une madame avec lui. Là. Non, effectivement. C'est pas supposé. Pas supposé. Ça se peut, mais c'est pas supposé. J'ai rien dit. Voilà. Tout est dit, puis en même temps, tout n'est pas dit. Mais moi, j'ai une dernière question pour toi. Là. Allons-y. Puisque le chemin de fer est cet axe de colonisation, cet axe de prospérité, cette autoroute vers le rêve du Manitoba qu'avait notre ami le curé Labelle. Qu'en est-il de ce chemin de fer aujourd'hui qui a été la grande autoroute de l'économie des Laurentides? Qu'en est-il aujourd'hui de ce fameux chemin de fer? Tu me permets-tu de faire l'histoire? Je te permets de faire l'histoire. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai tendance à m'emporter tellement que ça m'intéresse. Non, mais je t'invite à faire l'histoire. C'est le temps d'une bière, tu comprends? Tout est là. Voilà. Aujourd'hui,
pour les gens qui connaissent bien la région, le train du Nord, le petit train du Nord, c'est la piste cyclable, assez réputée d'ailleurs mondialement, parce qu'elle est d'une très grande qualité. Les rails, on les a enlevés en 1990 entre Saint-Jérôme et puis, même en fait, entre Saint-Jérôme puis Mont-Laurier. La raison est que dans l'après-guerre, je sais que là, je m'en vais plusieurs époques, là. Dans l'après-guerre, c'est la prospérité économique que l'on connaît. Tout le monde s'achète une voiture, tout le monde s'achète des électros, tout le monde s'achète un bungalow. C'est le rêve américain. Mhm. Le train, c'est plus hot. C'est plus cool. Tranquillement, pas vite, en 15 ans, aller jusqu'en 1960, c'est un déclin pour la ligne de chemin de fer des Laurentides, comme probablement beaucoup d'autres chemins de fer Ah ouais. au Québec et en Amérique du Nord. Et puis, l'achalandage baisse. Il y a de moins en moins de passages. Éventuellement, on faisait des trains spéciaux pour les skieurs. On devrait en parler dans un autre podcast, je pense. On a quelque chose là. Éventuellement, là, on coupe du service. Parce que on bâtit la nouvelle autoroute des Laurentides à partir des années 50. L'autoroute des Laurentides, c'est l'autoroute 15 pour ceux qui l'empruntent quotidiennement comme moi. Mhm. Et puis, elle arrive à Saint-Jérôme en 1957. Elle arrive à Sainte-Adèle en 1964. Elle arrive à Sainte-Agathe en 1974. Mais plus au nord, il existe une autre route, la route 11, qui est aujourd'hui la 117, qui est améliorée elle aussi. Puis c'est pas les seules routes. Toutes les routes sont améliorées. À un moment donné, on ouvre l'aéroport de Mirabel, on parle de la 50, la 148, par exemple. Fait que ce que tu me dis, c'est que les routes C'était- deviennent tellement bonnes que le chemin de fer n'est plus nécessaire. Exactement. Puis la voiture, l'idéal de la voiture, la liberté. Tu peux aller partout où ce que tu veux, quand tu veux. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Le train, c'est pas flexible. Hmm. Un petit peu comme aujourd'hui le combat, tu sais, toute l'histoire autour du transport en commun, les gens ils disent ça sera pas flexible, on aime mieux prendre notre voiture. Mhm. Ça vient avec ses problèmes. Mais à ce moment-là, le train s'est passé date et puis éventuellement en 1981, on a essayé de relancer dans les années 70 le projet de train des neiges pour les skieurs ou même le train de passagers avec l'acquisition de la ligne par Via Rail. Mhm. Ça fonctionne pas. En 1981, c'est la fin des transports de passagers dans les Laurentides sur cette ligne-là. Donc là, après ça, c'est juste les marchandises qu'on transporte. Mais éventuellement, les marchandises, on les transporte sur la route par des camions, que justement, comme moi, je conduis des camions. Fait que ça fait un petit peu partie justement de ça. C'est fou à quel point tout est connecté. Hein? Moi, je trouve ça fabuleux parce que je t'entends parler depuis tantôt. Je me dis, non, mais ce gars-là est camionneur. Il connaît les routes, il connaît l'histoire, il connaît la géographie. Oublie pas. Il roule dans son histoire. Puis, je fais une parenthèse que je referme très vite. Quand je suis justement, à mon travail, j'aime ça. Mettons que j'ai quelqu'un à côté de moi, on se promène, puis on arrive à quelque part, puis je dis ça, c'est arrivé pour telle affaire, ça, c'est telle année, tel phénomène. Puis là, les gens, comment ça que tu connais ça? Genre, ils sont révoltés. Là. Pourquoi tu connais ça? T'es camionneur, t'as pas le droit. Pas révolté. Ça dépend, ouais. Non, mais il y a des types de surprises qui sont tellement choquantes. Oui, que les gens sont comme révoltés. Les gens, c'est plate, oui, les gens, des fois, s'attendent pas à ce que le camionneur sache des affaires intellectuelles comme ça. C'est pas ton rôle. Et puis là, j'aime ça leur dire tout bonnement, c'est l'histoire des Laurentides, l'histoire d'un Nord. T'sais. Ah oui, puis là, tu t'en vas chercher un abonné avec ça, finalement. J'espère. Ben oui. Mais pour revenir au train, 1989, fin du transport ferroviaire des marchandises. Parce qu'éventuellement, c'est ça, les routes sont tellement rendues bonnes, c'est déclassé. Mhm. Puis là, j'ai résumé très grossièrement la chose. 1989, on arrête. Mais tu sais, avant ça, tranquillement, il y a des portions du chemin qu'on ne se servait plus, il y a des arrêts qu'on ne faisait plus. Oublie pas, là, t'avais plein de gares dans tous les villages. Je pense que j'en ai compté comme quelque chose comme une trentaine entre Saint-Jérôme puis Mont-Laurier. C'est tout, ça va être, la plupart, c'est abandonné, c'est pas grave, ça tombe dans l'oubli. Puis à partir de la fin des années 80, il y a des gens qui se disent « Hey, on pourrait faire quelque chose avec ça, l'emprise ferroviaire. C'est-à-dire, c'est un beau dénivelé avec pas de pente parce que le train ne pouvait pas monter des pentes de plus de 5% quand c'est des locomotives à vapeur. Ouais. Il n'y a pas de frein à air pour les ralentir quand ils descendent non plus. Fait que c'est des choses à penser. On a un bel aménagement qui est central dans les villages parce que c'est le noyau du village. Souvent, c'est autour de la gare. On pourrait faire quelque chose avec ça pour relancer le tourisme.
Et puis, les groupes de citoyens de Laurentides, puis des associations touristiques comme les bureaux du tourisme à cette époque-là, aujourd'hui, c'est tu as les pancartes, information touristique, telle région sur le bord de la route. Ils présentent un projet de revalorisation de l'emprise ferroviaire qui, dans les années 90, deviendra le Petit Train du Nord, un parc linéaire, cyclable l'été, puis marchable, évidemment. Et puis l'hiver, certaines portions, c'est pour le ski de fond et la motoneige. Et ça va ouvrir en 1996. Puis il y a eu vraiment beaucoup d'efforts puis de moyens de pression, justement, pour essayer d'apporter ça, pour pas que ça soit juste abandonné puis qu'on laisse la végétation pousser là-dedans. Tu veux dire que c'est devenu très populaire très rapidement. Il y a beaucoup de monde qui voulait que ça arrive. Écoute, l'histoire a donné raison à ces gens-là. La première saison, en 1996, c'est un succès assuré. Je pense qu'il y a 1,5 million de personnes qui circulent. Là, j'ai pas mes chiffres. C'est beaucoup. De ce que je me souviens, c'est énorme. Assez pour que le projet fonctionne. Aujourd'hui, on roule encore dessus. On l'améliore sans cesse. Avant, c'était juste, c'était un chemin en gravelle. Bien tapé. Maintenant, on a asphalté beaucoup de portions. Et puis, ça a tellement bien fonctionné. Il y a une autre ligne de chemin de fer dans les Laurentides que j'ai pas eu le temps de vous parler. Elle part de Saint-Sauveur et puis elle va jusqu'à Huberdeau. Huberdeau, c'est proche d'Arundel, donc on est dans la région du Mont-Tremblant. Un petit penchant plus vers l'ouest. Et cette ligne-là, elle a été terminée. Dans le fond, on s'en servait plus depuis les années 60. Une partie, ça a été utilisé pour faire des routes, évidemment. Mais la partie qui n'avait pas de route dessus, on a décidé de la revaloriser puis de faire le corridor aérobique entre Morin Heights puis Saint-Rémy-d'Amherst. Puis ça, c'est grâce au succès du Petit Train du Nord. Donc, on commence avec les Laurentides avec une passion qui date de ton enfance et de ton temps au chalet. Puis après ça, avec un amour qui n'a pas juste été le tien, mais celui aussi du curé Labelle, qui avait des ambitions dignes du Manitoba. Et puis, l'obsession. Le rôle crucial d'un chemin de fer pour unir tous les anneaux et dans les ténèbres les lier. Pardon, ça c'est le Seigneur des Anneaux. Pour unir tous les colons et dans les terres, les ramener ensemble. Et puis, les Laurentides se réinventent comme toutes les grandes régions, comme toutes les régions, puisque le temps passe et la technologie avance, avec le chemin de fer qui cède le pas, finalement, à la roue du vélo, pendant que la roue du temps passe et fait son travail. Oui. Et tout ça pour le temps d'une bière. Philippe, un grand merci d'avoir été avec nous pour un épisode franchement riche en contenu et en pistes cyclables. Je ne m'attendais pas qu'il y ait un volet aussi vert dans notre épisode. Ah ben ça, c'est ma signature personnelle. Moi aussi, j'aime le vélo. Mais c'est moi qui te remercie vraiment pour l'invitation. Comme je disais en tout début d'émission, c'est une première pour moi. Fait que je suis content d'avoir cassé la glace. D'ailleurs, j'en profite pour plugger que je livre la glace. Il casse la glace et il livre de la glace. Camionneur étoile, mesdames et messieurs. Mais allez le voir. Lui, il fait son propre podcast qui s'appelle Histoire d'un Nord. C'est disponible sur YouTube et j'imagine aussi sur d'autres plateformes de podcastage. Non, moi, j'étais sur YouTube. Moi, je suis un peu dans l'histoire. Hein, je suis un peu à l'ancienne. Pour l'instant, je suis juste sur YouTube. Mais j'ai une page Facebook puis un compte Instagram où ce que je publie du contenu complémentaire. Ça va être sous forme, mettons, des photos qui permettent de montrer des parties d'histoire, des bâtiments historiques. Parfois, c'est même des beaux paysages qui ont une signification importante dans l'histoire des Laurentides. Fait que comme ça, on peut apprendre rapidement sur l'histoire dans le temps d'un scrollage, puisqu'on est à cette époque-là. Et puis, j'aimerais ça dire que je suis comme le curé Labelle puis que je suis un influenceur, mais... je vais rester humble, je le suis pas encore. Tant que tu donnes pas trop de coups avec ton poing sur la table. Et je pense que j'ai été assez doux avec la table aujourd'hui. La table te remercie. Ah ben, ça fait plaisir. Alors tout le monde, je vous rappelle que si vous aimez nos émissions, si vous aimez notre contenu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker notre page, comme on dit en bon franglais. Et surtout, abonnez-vous, posez-nous des questions, soyez interactifs. Cet épisode vous est présenté par Ergon. Ergon, qui est un espace de coworking tout récemment, fraîchement lancé ici à Gatineau, où est-ce qu'on tourne le podcast. Nous sommes en ce moment dans Ergon. Si vous voulez bâtir une communauté, faire des affaires avec des amis, si pour vous le travail est vraiment une question de style de vie et que vous avez envie de connecter avec vos
vos futurs amis et partenaires, allez faire un tour à Ergon, au plateau de Gatineau. Et moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Il y en aura d'autres. Puis, cheers!